Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc dans cette nouvelle session du 1540, le live RPS QVT. Alors aujourd'hui, on va parler du handicap et en fait, c'est une première session sur le handicap qui va ouvrir un long cycle qu'on va consacrer cette année, probablement qu'on continuera l'an prochain, avec de nombreux aspects où Fabien Clarins qui fait aujourd'hui la session viendra nous en reparler, Raïssa Magondji aussi viendra nous en parler et d'autres invités également. Donc, avec Fabien, nous avons décidé de faire cette première session qui sera un tour d'horizon, un peu brosser le tableau général de la question du handicap, avant, dans les prochaines sessions, d'approfondir des thèmes très précis. Fabien, c'est à vous. Merci Sébastien, merci à vous de m'écouter, d'être présent aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, donc, on va essayer de déblayer un peu tout le domaine du handicap du point de vue des entreprises. La gestion du handicap qui est très réglementée depuis la loi, notamment de 2005, qui a vraiment mis en place énormément de choses sur le handicap en France. Euh, mais qui reste difficile à comprendre et assez large et qui évolue assez régulièrement. Avant de commencer ce séminaire, j'aurais aimé vous poser 4 questions à travers un sondage pour essayer de faire remonter en vous tout ce que peut représenter le handicap. Souvent, c'est un sujet qu'on regarde de loin. Souvent, c'est un sujet qui ne nous concerne pas, qu'on rejette, on veut pas trop y penser. Et pourtant, voilà. Après ces quelques sondages, vous allez vous rendre compte que le handicap peut toucher n'importe qui. Ça peut aller assez, euh, assez vite. Notamment donc Alors, sur la première question du nombre de personnes qui ont la qualité de travailleur handicapé en France, qui est beaucoup, qui représente beaucoup de monde, hein, même si aujourd'hui acquérir une RQTH est moins facile qu'il y a 10 ans. Hein, les MDPH se sont beaucoup mieux structurés. Fabien, c'est moins facile aujourd'hui d'avoir une RQTH qu'avant. Oui, Il freine. avant, il suffisait d'envoyer un certificat médical à la MDPH et c'était assez facilement accordé, de même que les cartes de priorité, que les cartes de stationnement étaient assez facilement accordées. Aujourd'hui, la MDPH vérifie tout et accorde beaucoup moins facilement les RQTH et surtout l'âge, l'allocation adulte handicapé, Oui. euh, qui doit être bien justifié. D'accord. Alors pour le premier sondage, hein, en France, combien de personnes ont la qualité de travailleur handicapé? En fait, 47% pensent que c'est 2 700 000 personnes, 47% pensent que c'est 3 500 000. Ah, on augmente, plus de personnes se mettent sur 2 700 000 et seulement 1% des participants pensent que c'est 1 300 000. Donc Eh là, ce qui bien, se dégage, bravo. c'est 2,7 millions. Et 2,7 millions est la bonne réponse. Bravo à vous. 1 million, c'est très peu. Les 3,5 millions, je pense qu'on va y arriver d'ici une dizaine d'années, si on accélère un peu Ouais. la chose. Mais c'est quand même beaucoup. 2,7 millions de personnes qui peuvent travailler, qui ont la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Mais aujourd'hui, sur ces 2,7 millions de personnes, seulement 930 000 ont un travail. Là, pour vous Mhm. représenter un peu le chômage dans le monde du handicap. Hein. Et bien sûr, là, donc je comprends pas les moins de 18 ans et les personnes handicapées à la retraite, en sachant qu'il y en a qui sont partis en pré-retraite et il y en a qui sont pas encore dans le monde du travail et qui retardent l'échéance afin d'y rentrer le mieux possible. Donc D'accord. la deuxième question qui est la proportion des personnes, des handicaps qui sont acquis au cours de la vie. Aujourd'hui, on inconsciemment, on suppose que beaucoup de handicaps sont acquis à la naissance. Attends, les personnes Même, je répondent, suis on va sûr que voir. certains auraient dit moins de 35%. Ce qu'elles disent là, ce qui se dégage le plus, c'est 65% acquis au cours de la vie. Pour l'instant, c'est ce qui remporte le suffrage. Ah. Bon, bien, c'est déjà pas mal, Tout le mais monde c'est n'a pas encore voté, peu. hein. Tout le monde n'a pas voté encore. Tout le monde n'a pas voté. Non. On va entendre encore un peu, mais pas trop. Après, on a
plein de Oui. choses qui nous restent à dire. Voilà, c'est Si tu- 60. Là, on arrive à 62% des personnes pensent que 65% des handicaps sont acquis au cours de la vie. 24% pensent que c'est dans 85% des cas que les handicaps sont acquis au cours de la vie et 18% des personnes présentes pensent que c'est dans 35% des cas que les handicaps sont acquis au cours de la vie. Eh bien, bravo aux 24% qui ont voté. 85, c'est 85% acquis au cours de la vie. À noter que la majorité a pensé à 65%. Et non, c'est bien 85. Très peu de handicaps sont acquis, enfin très peu, 15% sont acquis à la naissance. Et donc, ce qui met en valeur le facteur assez aléatoire de la survenue du handicap, hein, ça peut arriver à n'importe quand, à n'importe quel endroit, et ça peut aller très très vite, d'où une vigilance à avoir, notamment si on a des douleurs qui commencent à émerger. Tout de suite, sonner l'alerte. On a encore deux sondages. Oui, Alors, le troisième, c'est la proportion de handicap invisible, hein. On a tous cette oui. image en tête, handicap, quelqu'un en fauteuil roulant, paraplégique, c'est compliqué de monter les marches, tout ça. Mais nous, en tant que chargé de mission handicap, c'est un cliché qu'on essaye de déconstruire un maximum. Euh, il faut savoir que le pourcentage de personnes handicapées en fauteuil roulant, c'est 2% seulement Hum, hum. des personnes handicapées. Et pourtant, c'est l'image qu'on a tous en tête, notamment avec ce sigle du handicap sur les places de stationnement, mais qui n'est pas très révélateur. Mais sur la question de la place de stationnement, est-ce que finalement seules les personnes en fauteuil peuvent avoir l'accès aux places handicapées ou quelqu'un d'autre peut aussi, qui a un handicap, peut y avoir accès? Non, pas que les fauteuils. Si vous avez du mal à vous lever, si vous avez une certaine fragilité sur vos jambes, ceux qui ont des béquilles, tout simplement. Et puis aussi, ça peut être accordé aux personnes âgées qui ont besoin de place pour D'accord. se lever et qui ne peuvent pas se tordre entre les voitures. Alors là, le troisième sondage, la proportion de handicap invisible, la majorité pense que c'est 80% de handicap invisible. 74 personnes participantes pensent que c'est 80% de handicap invisible. Eh bien, bravo. Félicitations, c'est bien 80% de handicap invisible. Donc seulement 20% des personnes handicapées que vous voyez dans la rue qui ont un handicap visible, enfin ça représente que 20%, c'est quand même énorme. Et sur ces 80%, sachez qu'il y en a très peu qui demandent un aménagement en entreprise, qui ont besoin d'aménagement en entreprise. Ils ont surtout besoin de bienveillance, comme tout le monde. Hmm. Bien sûr, oui. Ouais. Et donc la dernière question qui est combien de personnes seront concernées par handicap au cours de leur vie. Là, on parle pas de l'extrême vieillesse, on rentre pas dans la maternité. On est sur la vie Pareil, hein, active, hein, la vie professionnelle. vie active. Ouais. Vie active. Même, on peut penser à tous les arrêts maladie. Si on a un arrêt maladie, pendant que notre arrêt maladie, on est en situation de handicap, ça rentre dedans. Vous voulez dire que l'arrêt maladie est une situation de handicap ou si on est en arrêt pour une situation de handicap? Là, cette question, elle englobe pas la RQTH. C'est est-ce que durant un jour ou une semaine dans votre vie, vous étiez plus en capacité de vous lever, de marcher, d'écrire. D'accord. D'accord, donc c'est au niveau du handicap dans le sens où cela nous gêne pour le Oui, fait que ça nous handicape pour une tâche. voilà, mais pas d'attestation, Pas de diagnostic. pas D'accord. de loi derrière. Bon, j'espère que peu de personnes ont mis 1/6. Ah, il y a 20%. 20% quand même, hein. Oui, oui, 1/6. Il y a 45% à 1/4 et 33% à 1/7. 1/2, pardon. 1/2. 1/7. Eh bien, bravo aux 33%, c'est bien 1/2, une personne sur deux qui se retrouvera en situation de handicap au cours de sa vie, hein. On parle quand même pas ici d'un rhume, hein, ou d'une simple grippe, même si elle peut nous causer un arrêt maladie de quelques jours, mais quelque chose d'assez global. Au niveau de toutes les maladies, de tous les inconvénients qu'on peut avoir. Eh bien, bravo. Donc, on a fini cette session de QCM. Je vais repasser à la session
plus descendante. On va avancer un peu. Bon, voilà, toutes ces questions pour faire rendre compte que le handicap nous concerne tous. Et des chiffres comme ça, il y en a encore. Cette session qui a pour but de déblayer un peu toutes les bases du handicap et qui vont parler de tous ces acronymes, tous ces mots, tout ce lexique du monde du handicap. On va déblayer un peu tout ça. On peut en associer déjà certains. Vous voyez Cotorep à droite, à côté de MDPH. Donc, le Cotorep, l'ancien nom des MDPH avant 2005. Donc, les MDPH, les maisons départementales des personnes handicapées, hein, où on peut aller pour toute demande enfin, en relation avec notre handicap. On va parler aussi des différences entre l'incapacité, l'invalidité, l'IPP. Ces situations qui peuvent nous amener à toucher une pension ou une allocation ou une indemnité ou une rente. Voilà, on va essayer de comprendre un peu tout ça. D'abord, les différents types d'attestations qui permettent d'avoir la qualité de travailleur handicapé et de bénéficier au bout du compte de l'OETH, de l'obligation d'emploi des personnes handicapées par les entreprises. Voilà, donc toutes ces attestations qui permettent d'être reconnus en situation de handicap et que si on est embauché par une entreprise, donc qui est assujetti à cette obligation, on va lui faire gagner quelques milliers d'euros. Comme je vous le montre via la slide suivante. Alors non, c'était celle-là. Donc l'OETH, toutes les entreprises de plus de 20 salariés sont assujetties à l'obligation de recruter 6% de salariés en situation de handicap. Donc la contribution intervient au bout de 50 salariés aujourd'hui grâce à la nouvelle loi de 2018. Donc chaque entreprise définit son effectif d'assujettissement qui rentre dans les 6%, qui peut sortir avec des calculs assez compliqués via les bénéficiaires, les personnes handicapées qu'elle a déjà dans son entreprise, les postes sur lesquels recruter un handicapé, c'est pas très réaliste, et les actions qu'elle fait déjà en faveur du handicap. Après ça, elle détermine combien de salariés en situation de handicap elle doit recruter. Bon, eh bien, si une entreprise a une centaine de salariés, bah, elle doit recruter 6 personnes. Si elle recrute personne, bah, si elle n'a qu'une centaine de salariés, à moins de 250, elle paiera 4100 euros par tête. Donc, rien que Par pour mois, une entreprise de par mois, par an, par trimestre, par an, par par an, an. par an, par an au printemps. Au printemps. Cette déclaration se fait fin février. Et donc après, les contributions tombent. D'accord. Mais au lieu de payer ça, on peut mettre en place un accord handicap, se mettre en accord avec la GFIP, avec le FIPHFP, pour, au lieu de payer, s'engager à mettre en place des actions en faveur du handicap, notamment des actions de maintien d'emploi. On a tous vu ces plateformes montantes, descendantes qui permettent à des garagistes en situation de handicap de pouvoir continuer de travailler. Des actions en faveur du recrutement, la signature de partenariats avec des cabinets spécialisés pour le recrutement de TH, de travailleurs handicapés, et l'achat auprès du secteur protégé et adapté. Toutes les EA et les ESAT, les TH dont je reparlerai après, en plus du fonctionnement de la mission handicap, des actions de sensibilisation et de formation au handicap. Bon, alors, pour avoir tout ça, comme je vous montrais à la slide tout à l'heure, il faut faire une demande, donc soit à la sécurité sociale, soit à la MDPH, soit aux deux. Je vous parlerai de la sécurité sociale après. Pour l'instant, la MDPH, donc dans chaque département se trouve une MDPH qui peut vous renseigner pour tout type de questions relatives à votre handicap. Notamment, si vous voulez vous déclarer, vous devez remplir un dossier MDPH. Dedans, vous pouvez faire toutes les demandes que vous pensez légitimes pour compenser votre handicap. Et la MDPH rendra son avis d'ici 6 mois, 1 an. Il faut souvent prendre le temps, s'y prendre un maximum à l'avance. Donc, la RQTH Pédivry, c'est RQTH, un reconnaissance de la qualité de travail handicapé. Cette allocation aux adultes handicapés de 902 euros par mois. Aujourd'hui, pareil, si vous pouvez pas toucher la hache, c'est que vous êtes enfant, alors à ce moment-là, vos parents
peuvent toucher l'AEH. Bon, la carte de priorité pour ne pas faire la queue aux caisses, la carte d'invalidité, donc quand on touche l'AEH, pour avoir le droit qui peut prouver la priorité aux caisses notamment, et qui va vous accorder automatiquement la carte européenne de stationnement. Si vous avez un handicap au-delà de 80%, si vous avez le droit à la AH aussi, vous pouvez demander donc des aménagements techniques chez vous. La MDPH ne s'occupe pas de votre lieu de travail, hein, c'est chez vous. Et aussi une aide humaine, une tierce personne, et ça peut être une femme de ménage. Je rencontre beaucoup qui ont un dos en compote à 50-55 ans, et leur seul problème, c'est qu'ils ne peuvent pas se baisser, ils ne peuvent pas attraper les choses en hauteur, et faire le ménage, c'est une torture. Et donc, je les invite à demander une femme de ménage, mais rien qu'une heure par semaine, ça coûte pas grand-chose à la MDPH, c'est défiscalisé, et puis ça aide un peu tout le monde. Alors d'un côté, ça demande qu'on fait à la MDPH pour voir la RQTH et l'AH. D'un autre côté, on peut faire une demande pour le système du handicap français, qui est un peu compliqué là-dessus, on peut faire une demande à la sécurité sociale. L'AH sera payée par la sécurité sociale. Mais la sécurité sociale ne s'occupe pas de la RQTH. Elle va vous accorder ou pas l'incapacité ou l'invalidité. L'incapacité qui est d'origine professionnelle. Quand vous travaillez dans le BTP, que vous avez une brique qui vous tombe sur le genou, que du coup, vous ne pouvez plus vous servir de votre jambe, vous allez être en incapacité. Vous allez voir le médecin du travail qui va déterminer votre taux d'incapacité. S'il est inférieur à 10%, vous toucherez une somme inférieure à 5 000 € en une fois. Si c'est supérieur à 10%, vous toucherez une indemnité chaque trimestre. Ah, on a perdu Fabien. Il va revenir. Bon, on essaiera de résoudre ce problème de connexion la prochaine fois. Oui. Donc, tu C'est étais mieux. là à À l'incapacité. l'indemnité. Ouais. L'incapacité qui est plus favorable aux salariés, vu que c'est d'origine professionnelle. Là, c'est la mutuelle, c'est la prévoyance de l'entreprise qui va payer. C'est beaucoup plus favorable que l'invalidité, qui peut être d'origine non professionnelle. Si vous avez un accident de la route, que vous êtes en incapacité d'exercer votre travail, vous allez voir le médecin du travail. Si c'est d'origine non professionnelle, il va vous accorder une catégorie d'invalidité, en sachant que il faut avoir un handicap assez fort, assez élevé. L'invalidité, ça correspond à l'AH. C'est pareil. Si vous touchez l'invalidité, si votre rente d'invalidité est supérieure à 900 €, vous ne toucherez pas la AH. Sinon, vous pouvez demander la AH et ça fera un cumul. En sachant que si vous avez une catégorie 2 ou 3, là, vous ne travaillez plus. En catégorie de niveau 1, vous travaillez à temps partiel. Voilà pour la sécurité sociale. Il ne reste plus beaucoup de temps. Voilà les différents types de handicap. On refera une session spécialisée sur le maintien d'emploi, où là, j'aborderai spécifiquement tous les types de handicap et les différents types d'aménagements qui correspondent à chaque type de handicap. Mais on dénote bien sûr le handicap moteur. Bon, il n'y a pas que le fauteuil, bien sûr. Ça peut être des personnes qui réagissent mal au froid. Par exemple, quand elles ont froid, elles tremblent. Quand elles tremblent, elles ne peuvent plus travailler, tout simplement. Handicap moteur. Ça peut être plein de choses. Le handicap visuel, bon, il n'y a pas que des personnes aveugles. Il y a des personnes qui ont besoin d'écrire en blanc sur fond noir ou en jaune sur fond noir. Handicap auditif, bon, il y a souvent les prothèses auditives et les boucles magnétiques qui aident énormément et qui résolvent beaucoup de problèmes. Mais les open space qui restent très handicapantes pour ces personnes. Le handicap psychique, il faut bien différencier du handicap mental, l'handicap mental qui est dans la catégorie des déficiences intellectuelles. Handicap psychique, de quoi on parle? On parle de la schizophrénie, de la bipolarité, des hallucinations. La dépression peut rentrer dedans. Bon, pour la faire évaluer, on peut la faire évaluer. On peut avoir une RQTH avec une dépression, mais il faut avoir un bon certificat médical. Donc le handicap mental, tout ce qui est trisomie, autisme, tout ce qui est déficience, assez large. Handicap mental qui se mêle un peu avec les maladies invalidantes, les maladies rares. Bon, souvent les maladies rares quand même plus acquises à la naissance globalement. On appelle ça maladie rare. Bon, c'est rare d'en attraper une, mais il y en a quand même beaucoup de maladies rares.
Donc faut se méfier, maladies rares souvent qui peuvent, avec lesquelles on peut accumuler un handicap moteur avec un handicap auditif ou visuel. Enfin, ça peut aller assez loin. Vous savez, mieux que moi, je reviendrai dessus dans une autre session. Aussi les troubles 10, tout ce qui est handicap cognitif, hein, qu'on peut mettre un peu à part. C'est pas vraiment des déficiences, c'est pas un handicap psychique, c'est une déficience cognitive. Hein. On connaît tous entendu parler des dyslexies. Hein. Le trouble 10 qui est le plus connu actuellement. Hein, ces personnes qui ont un cerveau qui n'assimile pas les lettres, qui ont un trouble à l'orthographe, la lecture, qui inverse souvent l'ordre des lettres, des mots, souvent compliqué de lire et de prendre des notes en cours. Et donc pour ça, vite aménager, aider, compenser les handicaps, sinon ces personnes peuvent vite être déscolarisées. Et on peut vite les accuser, comme la dyscalculie. Voilà, c'est un trouble. Ces personnes, on a tous, oh, les mathématiques, c'est pas mon truc, j'aime pas les chiffres. Bah, souvent, c'est un trouble. Et si on le détecte, on peut l'aider, on peut le compenser. Et puis, on peut le comprendre. Au lieu de mettre la personne à part, juste comprendre un peu ce qu'elle vit. Hein, comme la dysphasie, ces personnes qui ont du mal à articuler, ça s'entend beaucoup, c'est assez gênant et c'est pas obligé d'être très intense, ça peut être faible et c'est quelque chose qu'on va reprocher à la personne alors que bon, elle le travaille, elle sait pas trop ce qui se passe, mais tout de suite alerter ces personnes, hein, les amener vers des spécialistes, hein, comme pour la dyspraxie, hein, bon, ces personnes qui vont pas jouer au basket, hein, tout ce qui est coordination, se situer par rapport aux autres sur un terrain, ce qui peut vite être compliqué. Et puis bon, bien sûr, je vais finir par les troubles de l'attention et de la concentration. Voilà, ça peut être des troubles innés à des personnes qui ont du mal à se concentrer, à rester attentifs. Bon, après, on peut parler de TDAH, d'hyperactivité. Ces troubles qui apparaissent depuis quelques années, qui sont en train d'être décortiqués, des spécialités qui commencent à émerger, mais qui sont des troubles très handicapants. Bon voilà, je vais faire rapide. On commence à plus avoir beaucoup de temps. Rapidement, pour aussi éviter de payer cette contribution, on peut faire appel au secteur du travail protégé et adapté. Donc, qui se différencie en trois types de structures. Donc, d'abord, bon là, j'ai mis la référence de l'UNEA, hein, les entreprises adaptées, l'Union nationale des entreprises adaptées. Les entreprises adaptées, c'est des entreprises qui recrutent au minimum 55% de personnes en situation de handicap, maximum 90, et qui sont subventionnées pour ça. Donc, ces personnes vont pouvoir travailler moins, avoir une productivité à 80% par rapport à une entreprise lambda, avoir plus de bienveillance, travailler dans un climat plus sain. Et des boîtes aujourd'hui qui montent, hein, des EA, il y en a aujourd'hui de 50 salariés qui sont présentes dans toutes les régions de France. Je mets référence à TIH Business qui référencie tous les autres entrepreneurs en situation de handicap, hein, donc travailleurs indépendants en situation de handicap, TIH. Voilà, ils ont d'autres avantages de défiscalisation en sachant qu'avant, les autres entrepreneurs avaient déjà beaucoup d'avantages. Donc, les avantages des TIH ont été un peu réduits. Bon, ça fait commencer à faire beaucoup, mais ils en ont quand même. Et le réseau GESAT, hein, donc les ESAT, qui sont des entreprises un peu médico-sociales, hein, où il y a un soignant pour une personne handicapée. Où là, on peut avoir des personnes qui ont un handicap mental assez lourd dans des ESAT et qui vont être suivies médicalement au quotidien, mais qui ne vont pas être considérés par la loi du travail comme des salariés. Bon, et pour finir, je vous ai mis quelques photos d'aménagement pour vous en donner envie de venir à ma prochaine session sur le maintien en emploi. Il faut savoir que il y en a de tout type, il y a énormément d'aménagements, il ne faut pas hésiter à en demander en commençant par ces prothèses auditives hein, qui aident énormément de personnes en situation de handicap auditif. Je mets une photo en bas à gauche d'un siège ergonomique. Hein. Aujourd'hui, c'est pas parce qu'on a tous des sièges handicapés dans des beaux open space, mais des sièges ergonomiques dans des beaux open space, mais voilà, quand un salarié a quand même mal au dos, c'est que son siège ne lui est pas adapté. Il y a des sièges très spécifiques par rapport à chaque morphologie. Dans l'idéal, on aurait chacun un siège différent.
Il y a aussi des sièges ergonomiques qu'on peut installer dans les voitures, hein, comme ce siège Recaro qui est en bas au milieu, ou ces coussins Adjust qui coûtent 150 euros, qu'on peut rajouter au siège des voitures, hein, qui coûtent moins cher que ces sièges Recaro qui coûtent facilement 2 à 3 000 euros. Au niveau du handicap visuel, on a ces lecteurs, ces claviers braille hein, qu'on a avec l'insigne Google en haut pour toutes ces personnes qui ne voient pas avec le curseur. Ils déplacent leur curseur sur l'écran et le clavier braille euh, va réagir. Ils vont pouvoir lire ce qui se passe sur l'écran, sur leur clavier et écrire de la même façon. Je mis ce logiciel de Zoom Text hein, pour tous les handicaps visuels. C'est le logiciel pour déficience visuelle où là, on peut zoom, on peut changer les couleurs de l'écran, on peut changer tout ce qu'on veut. Le seul problème, c'est qu'il ne s'adapte plus ou moins bien au logiciel professionnel de votre entreprise à vérifier. Évidemment, moi chez Otis, beaucoup de personnes, ça a bloqué avec ZoomText car nos logiciels n'étaient pas adaptés. Des souris ergonomiques, voilà, ça paraît stupide, mais moi j'ai une souris ergonomique, hein, vous voyez, vous pouvez regarder sur ma caméra, qui est à 45 degrés. Hein. C'est pas naturel pour le poignet d'être à plat, plutôt penché. Hein, donc on peut mettre à la verticale. Bon, ça soulage le poignet, des petites douleurs qui font perdre en performance aussi. Des accoudoirs un peu plus larges, des claviers ergonomiques, des repose-bras. Bon, il y a plein de choses qui peuvent soulager des douleurs comme un simple repose-pied. Un simple repose-pied qui peut faire que ça va soulager votre colonne, votre assise sera bonne et qui va vous éviter énormément des années de douleur. Comme ce siège ergonomique en bas à droite, bon, un peu plus fantaisiste, où personne s'assoit sur des ballons. J'ai vu une personne qui restait tout le temps dessus, mais sinon, ça fait du bien quand même de s'asseoir dessus 10-20 minutes de temps en temps. Hein, ça peut nous aider même automatiquement à corriger notre posture. Voilà, bon, pardon à Sébastien pour ce 15-40, j'aurais pris une vingtaine de minutes. Il n'y a pas de Voilà, pour problème. ce sujet qui était assez complexe à synthétiser. Merci beaucoup, Fabien. Il y a aucun problème sur le temps. Donc, maintenant, on va démarrer la partie questions des participants. Alors, il y a déjà plusieurs questions hein, qui sont arrivées. Moi-même, j'en ai quelques-unes aussi. On va commencer avec les questions qu'on nous a proposées. Alors, Valérie demandait si l'obligation d'employer 6% de salariés, enfin de travailleurs avec un handicap, est une obligation applicable également à la fonction publique. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est l'AGFIP qui recueille cette contribution pour les entreprises privées. Pour les entreprises publiques, c'est le FIPHFP qui fonctionne à peu près de la même façon. Et moi, je travaille par exemple à l'Armée du Salut. Aujourd'hui, on dépasse les 6%, mais d'ici une année ou deux, on va peut-être arriver qu'à 5%. Et à ce moment-là, on devra une contribution à l'État. L'État nous subventionne et nous ponctionne après, mais c'est une obligation assujettie à tout le monde et aussi aux mairies, aux ministères, à tout le monde. D'accord. Et est-ce que vous avez une idée du taux de personnes en situation de handicap employées dans la fonction publique, justement? Est-ce qu'ils respectent cette obligation ou finalement l'État donne cette obligation et finalement dans leur ministère, on s'arrange comme on veut? Ça dépend des structures, ça dépend. Tout le monde est géré en interne. Hein, tout le monde a un toutes ces structures ont un chargé de mission handicap interne hein, Ouais. qui essaie de gérer ça au mieux. Nous, à l'Armée du Salut, on est à 6% parce qu'on a pas mal d'aides-soignantes qui ont des missions très compliquées, port de charges lourdes, contorsion, et qui arrivent à des troubles musculo-squelettiques, hein, comme vous l'avez abordé durant certains autres Ouais. séminaires. Certaines structures de la fonction publique sont à 1 voire 2%. D'autres sont à 5-6%, car souvent, les fonctionnaires, bon, il y a ce truc on reste fonctionnaire toute sa vie. Et quand on est fonctionnaire pendant 20 ans, à la fin, on a mal au dos. Donc, on n'hésite pas à demander un fauteuil ergonomique. Mais au global, la fonction publique n'est pas franchement mieux que le privé. D'accord. Voilà. Faudra que je vous redonnerai les stats lors de mes prochains séminaires. Excusez-moi, j'ai dû trouver, mais ça tourne entre 3 et 4% pour les deux, pour le privé et D'accord. le public. Ça, éventuellement, Dans c'est mes souvenirs. si on souhaite avoir
les chiffres précis, vous pourrez les rechercher et puis les envoyer par mail. On a la liste des participants avec leur adresse mail, on pourra vous le J- communiquer. Sarah J'y demande manquerai si pas. pour avoir une rente IPP, il faut obligatoirement avoir la RQTH. Non. Alors, une IPP, c'est-à-dire un taux d'incapacité, incapacité partielle permanente, déterminé par le médecin du travail, donc par la sécurité sociale. Euh, S'il vous accorde un taux inférieur à 10%, vous n'allez pas toucher une rente d'incapacité. Si votre taux est inférieur à 10%, vous n'aurez pas la qualité de travailleur handicapé. À ce moment-là, vous pouvez refaire une demande, vous pouvez faire une demande à la MDPH qui, elle, peut-être, vous l'accordera. Parce que vous aurez bien rempli votre dossier MDPH, parce que vous n'aurez pas été face à un médecin du travail, mais ce sera une commission qui va évaluer votre dossier parce que vous aurez mieux rempli votre dossier. Il ne faut pas hésiter à essayer les deux sont en parallèle. Oui, c'est ça. Mais Justement, l'un n'empêche pas l'autre. ça m'amène en fait quelques précisions. J'en profite pour mettre mes questions parce que ça s'articule bien là. Il y a donc deux institutions en fait. Il y a la MDPH d'un côté et il y a la Sécu de l'autre côté. Oui. Donc la MDPH, elle, va servir à mettre une reconnaissance, c'est ça. Et la Sécu, elle met l'allocation. Non. Non? Alors, dans tous les cas, l'AH, l'invalidité, l'incapacité, c'est payé par la Sécu. D'accord. La DMDPH, il y en a dans chaque département. Elles vont vous demander, pour n'importe quelle demande, de remplir un dossier MDPH qui fait 22 Mmh. pages, qui est très compliqué, Oui. pour lequel je vous recommande d'aller voir un professionnel du handicap pour le remplir au moins la première fois. Mmh. Vous allez remplir ce dossier. Ce dossier sera évalué par une commission, donc par au moins une infirmière spécialisée, des directeurs d'établissements dédiés au handicap, des salariés du Cap Emploi, bon voilà, une commission qui va évaluer votre dossier par rapport à toutes les demandes. Vous aurez votre RQTH, mais vous n'aurez pas la H. Elle ne vous l'aura pas accordé. Vous allez être vexé, donc vous allez voir le médecin du travail parce que votre handicap est d'origine non professionnelle, donc vous aurez l'invalidité en tête, donc de catégorie 1, 2 ou 3, ou d'origine professionnelle, vous allez demander une incapacité, vous allez voir le médecin du travail. Euh, il faudra 2 rendez-vous, 2 expertises. Vous allez voir un deuxième médecin de la sécurité sociale. Et là, à la suite de ces 2 rendez-vous, vous aurez soit une catégorie d'invalidité, euh, soit un taux d'incapacité qui vous accordera la qualité de travail handicapé et en plus des allocations. Mais par le médecin du travail, vous n'aurez pas la carte de priorité, vous n'aurez pas la carte de stationnement. Vous voyez, ça, c'est à la MDPH. La D'accord. sécurité sociale, c'est décréter la qualité de travail handicapé et vous accorder les allocations qui vont avec. La MDPH, c'est plus global. D'accord. Mais les Et alors, deux sont en parallèle, ce qui est complètement aberrant. oui, Mais bah bon, oui, parce on est qu'en en fait, c'est France. dissocier les choses et on ne sait plus trop auprès de qui se reporter pour les reconnaissances ou les allocations. Et en fait, ça m'amène une deuxième partie de ma question. En fait, on parle de MDPH, hein, Maison départementale des personnes handicapées, c'est ça? Et Oui. aujourd'hui, on a ce sigle, en fait, dans ma ville, moi, il y a une MDPH, et en fait, c'est devenu une MDA, Maison départementale de l'autonomie. Oui, ils ont changé le nom. Ah, c'est très différent. Être handicapé ou autonome, c'est quand même pas pareil, je trouve. Oui, alors, quand on a un handicap est une gêne. Cette gêne qui veut dire que dans certains cas, on ne va pas être tout à fait autonome. Bon, ils ont changé le nom parce que Macron, nouveau président, parce que Cluzel, il faut redynamiser une politique, mais ils ont refait un dossier MDPH, un nouveau dossier MDPH qui est arrivé en même temps que ce nouveau nom, qui est encore plus compliqué que celui d'avant, mais plus complet aussi, pour redynamiser tout ça. Le bilan depuis la création de la MDPH depuis 2005, le bilan est mitigé quand même au niveau du Hmm, handicap. C'est pour ça, c'est une politique de d'accord. redynamisation, mais sur le fond, on reste au même, rien n'a changé. D'accord, parce que finalement, dans l'image que ça en donne, moi, je trouve quand même que d'appeler un organisme soit pour les personnes handicapées, soit la question de l'autonomie, ça charrie quand même quelques représentations un peu différentes. Ils ont voulu faire ça car le mot handicapé, personne veut se coller cette étiquette en fait. Hmm, Moi j'en ai connu énormément qui disent ah non, moi je suis pas handicapé, je suis pas handicapé. Ben, pourtant, la situation fait que tu l'es. Et donc, hmm. parler de manque d'autonomie, ça permet aux personnes d'aller plus facilement pousser la porte des MDPH, des D'accord. MDR. Voilà. Valérie demande,
une situation avec 2 cancers en 3 ans, plusieurs dépressions au cours d'une vie liées à des situations de travail, plus un haut potentiel intellectuel, est-ce qu'on peut obtenir une reconnaissance de handicap avec cette situation-là? Oui, l'invalidité, alors j'ai pas précisé dans mon rapport, mais l'invalidité et l'incapacité sont accordées à vie automatiquement par la MDPH. Les RQTH, jusqu'à il y a quelques années, étaient accordées pour max 3 ans, Hmm. puis 5 ans. Aujourd'hui, elles peuvent être accordées à vie, mais bon, elles le sont encore peu souvent. Mais si vous avez un cancer, vous pouvez faire un deuxième DPH et qui va vous accorder la RQTH pour le temps le temps de votre cancer. Bon, vous savez pas si vous en avez pour un an ou deux ou quelques mois. Du coup, la MDPH va vous l'accorder pour un an ou deux. Et 6 mois, un an avant, il faudra refaire un dossier si vous êtes encore en situation de handicap. Mais même si vous avez accumulé toutes ces situations compliquées durant votre vie, quand vous ferez votre dossier MDPH, c'est votre situation actuelle d'aujourd'hui. Ne prendra pas en compte votre passé. Mais oui, oui, un cancer le justifie tout à fait. D'accord. Et Bernard demande quelle part des 6% que vous évoquiez tout à l'heure d'obligation d'emploi peut être réalisée via une EA ou un ESAT? Alors, c'est 3% maximum du budget de la contribution. Euh, Si on recrute, oui, c'est ça, si on recrute au moins 50% de des BETH, on a 3% de salariés en situation de handicap au sein de notre entreprise. Les 3 autres pourcents, on peut les combler avec le STPA. C'est le maximum. Lors de mon séminaire sur le STPA, je reviendrai sur tout ça, sur tous les seuils, sur tous les. Mais ça peut être quand même pas mal, mais en sachant que c'est quand même compliqué, hein, c'est un tiers. Si vous payez 100 000 euros à une EA, c'est seulement 33 000 euros que vous pourrez déduire de votre contribution. C'est quand même pas mal, mais bon, à mettre en place, c'est pas si simple pour avoir essayé de travailler avec les achats. D'accord. Louison demande, dans une structure, lorsqu'il y a un fort taux d'absentéisme au travail pour une personne en situation de handicap, quelles pistes faut-il explorer en priorité et pourquoi? Est-ce que tu peux répéter le début de la Oui, question? Louison demande donc, Oui. dans une structure, dans une Ouais. entreprise, il y a une personne qui a une situation de handicap et elle a beaucoup d'absentéisme. Comment est-ce qu'on gère au niveau de la Alors RH? Comment est-ce... c'est souvent le problème que rencontre la majorité des entreprises, et c'est là où il faut absolument avoir dans son équipe un bon chargé de mission handicap qui va négocier, qui va appeler la salariée, qui va essayer de rentrer en contact avec elle, qui va lui parler de tous les droits accordés avec une reconnaissance, avec une attestation d'incapacité. Parce que si le médecin du travail reconnaît que vous êtes en incapacité sur votre travail, vous allez avoir plein de droits et d'aides qui vont découler par la suite. Il y a plein de structures qui aident les salariés en situation de handicap à retrouver un emploi. Il y a si on est reconnu, si on est licencié pour incapacité, on peut avoir le droit de se faire former à un nouveau métier adapté à notre handicap dans une école adaptée aux personnes en situation de handicap, et on sera payé en même temps. Mais bon, pour intégrer ces structures, souvent, il y a un long délai d'attente vu qu'elles sont très demandées. Il faut s'y prendre très, très à l'avance, mais il y a énormément de droits accordés si on est reconnu en incapacité. Ah, on a perdu Fabien. Bon, il va revenir, hein. C'est pas la première fois. Le temps qu'il se reconnecte. Et puis, on va continuer. Et voilà, je suis désolé. Ouais. Prochaine fois, on va vraiment régler ce problème. En incapacité, donc on aura le droit à une allocation. Ah, on n'a vraiment pas de chance avec la connexion là aujourd'hui. Fabien, voilà. Bon. J'espère que là, il va rester en place. J'essaie de ne pas bouger trop vite, pas lui faire peur. Si on est licencié pour incapacité, par exemple, le montant des indemnités de licenciement sera doublé
Par exemple, enfin, il y a plein de. Si vous voulez, je pourrais faire un séminaire là-dessus sur le licenciement pour incapacité et tout ce qui en découle. Ou en parler sur le maintien d'emploi, mais il y a plein d'aides. Au lieu de rester dans une situation de blocage, d'arrêt maladie, euh, voilà, il faut arriver à convaincre la personne d'avancer et pas de rester dans cette situation. Aussi, si elle est en absence pour maladie, il y a un moment, le médecin du travail ne peut pas la prolonger indéfiniment. Au bout de, je crois que c'est 2 ou 3 ans, que là, ça commence à bloquer et que le médecin est obligé soit de remettre la personne au travail, soit de la déclarer en incapacité. D'accord. Anne dit qu'elle est déficiente visuelle à la suite d'une maladie congénitale rare et elle vient de perdre son emploi d'aide-soignante sur demande du médecin du travail. Et elle demande, est-ce que vous pensez qu'elle peut se réorienter comme conseillère en insertion professionnelle ou est-ce qu'il serait préférable qu'elle fasse une demande d'AH? Les deux, les deux. Évidemment, il faut demander la hache. Évidemment, il faut aller voir la sécurité sociale pour voir si on a le droit à l'invalidité, hein, vu que ça ne parle pas d'origine professionnelle, au moins la catégorie 1. Essayer, ça ne coûte rien. Et en même temps, se renseigner sur tous les organismes de formation. Il y a beaucoup de personnes qui acquièrent un handicap, qui s'intéressent au sujet, qui au final se réorientent dans ce domaine. Elles sont accueillies avec énormément de bienveillance. Aujourd'hui, euh, quand on est handicapé, c'est plus facile de travailler dans le milieu du handicap. Hein, c'est un atout. C'est un atout. Moi, j'ai été chargé de mission handicap. Bon, voilà, j'ai une petite situation de handicap. Je l'ai fait jouer. Hein. Essayez d'en profiter. Hein. On parle bien de qualité de travailleur handicapé. Hein. Bon, ils ont essayé de mettre ce terme-là pour minimiser un peu les choses, mais ça peut accorder énormément de droits et on peut en bénéficier de plein de façons différentes au fond. Chantal dit attention au cumul allocation adulte handicapé et salaire. Alors, j'ai les seuils. Si vous touchez plus de 10 000 euros, 10 900 euros par an, vous ne toucherez plus la l'AH. Vu que 12 mois d'AH, c'est 10 900 euros. Si vous touchez plus que ça, vous ne toucherez plus d'AH. Voilà. D'accord. L'invalidité, c'est à peu près pareil. L'incapacité, c'est en fait, votre taux d'incapacité va être déterminé. Vous pourrez toucher 30, 40, 60, 70% de taux d'incapacité. Toucher 70%, c'est-à-dire que vous avez touché 70% de votre salaire annuel des 12 derniers mois. Voilà. Donc, si vous touchez un bon salaire annuel, hein, si Sébastien devient handicapé demain, il touchera. Enfin, ça dépend de son taux d'incapacité. Mais... Et mon salaire annuel. et de ton salaire annuel. Vous savez. Voilà. Sabrina dit qu'elle a 31 ans, elle est en situation de handicap non physique, mais intérieur, maladie génétique en fait. Et elle demande si les maladies génétiques sont reconnues par la MDPH. Comme les autres, hein. Comme les Comme autres. les Ça autres. dépend. La MDPH va évaluer l'impact que ça a sur votre vie quotidienne. En fait, c'est ça. La maladie, c'est pas la maladie qui est reconnue, c'est le handicap C'est le handicap, c'est les causé conséquences par de la votre maladie. maladie. Beaucoup de personnes mettent sur dossier MDPH sclérose en plaques. Point. Mm, Ok, sclérose en plaques, ils savent ce que c'est tout dire, ils vont me donner les droits. Non, si vous êtes au début de votre sclérose en plaques, ça vous gêne aucunement dans votre travail, vous avez le droit à rien. Par mm. contre, si ça fait 3, 5 ans que vous êtes votre sclérose en plaques, là ils vont pousser. C'est pour ça qu'ils vont s'accrocher au certificat médical que votre médecin généraliste ou le médecin du travail fera. En sachant que dans le dossier MDPH, il y a une partie certificat médical que votre médecin doit remplir. Et Mm. il devra signer, il pourra être interrogé par la suite. Ça se fait rarement. Pareil, la commission de la MDPH peut vous demander de passer un deuxième examen médical avec un médecin de chez eux. Bon, ça peut se faire. Mais c'est vraiment les D'accord. conséquences. Ok. Sur la question des indemnités, hein, il y a Philippe et puis Sabrina qui disent que c'est la CAF qui paye l'allocation adulte handicapé. Oui, mais la CAF, c'est qui? C'est ça? C'est la Sécu. Ouais. C'est l'État. Donc, bon, enfin, Oui, oui, c'est oui. Macron. Enfin, Oui, voilà. C'est nous, en fait. c'est nous. Voilà, l'État, c'est nous. Sarah demande comment se nomme le dispositif de formation longue durée de reconversion avec rémunération. Est-ce qu'il y a un nom pour ça? Oui, oui, oui.
Je dois avoir des chargés de mission handicap dans la salle. Attendez, je vais le retrouver. C'est. Si vous me laissez une petite minute, Oui, oui, oui. je vais vous retrouver ça tout de suite. Mais si vous regardez le dossier MDPA, je crois que c'est page 13, où il y a toutes les demandes concrètes, c'est écrit dessus. 3 milliards de demandes. En train de s'ouvrir ce gros dossier. Oui, un trou de mémoire. Voilà. Donc D'ailleurs, je c'est pour soupçonne la. la personne qui pose cette question de connaître la réponse, mais vu que c'est une très très bonne question, merci de Non, je pense. l'avoir posée. Oui, c'est les CRP, c'est ça, les CRP, les centres de rééducation professionnelle, bien sûr. Donc ça, c'est le centre qui permet d'avoir une formation longue de reconversion avec rémunération. C'est ça. Voilà. OK. Mais donc qui est très demandé, donc faut s'y prendre très très tôt. Des formations assistants administratifs ou qui sont souvent gestionnaires voilà qui valent un BTS MUC global, ça se fait beaucoup, mais aussi il y en a plein qui ouvrent de tout type d'animateurs aussi. Bon, voilà, il faut chercher, il faut se renseigner. Et pour ça, pas forcément, comptez aussi sur vous, sur Google. Hmm. Allez chercher, pas hésiter. Sonia t'interroge sur la question du calcul pour les pensions d'invalidité, parce qu'elle dit que dans son cas, il y a eu un calcul sur les salaires de 10 ans, en calculant son taux sur les 3 meilleures années, ajusté avec une moyenne. Oui, c'est l'invalidité. L'invalidité. L'incapacité, si vous avez un taux d'IPP, c'est les 12 derniers mois. L'invalidité, ouais, c'est sur les 10 ans, 3 ans. Bon. C'est pareil, ça change tout le temps, c'est comme la retraite. Bon, au Ouais. final, ils essayent de payer de moins en moins. Ben oui, j'imagine, oui, effectivement, oui. D'accord. Alors moi j'ai une question qui est technique. Alors je ne sais pas si vous pouvez répondre ou pas parce que c'est un domaine que je connais bien. C'est sur le handicap cognitif, troubles 10, troubles de l'attention, etc. Mhm, Syndrome d'Asperger. Ce sont des troubles qui sont neurodéveloppementaux. Hein. C'est la plupart du temps on les acquiert pas suite à un accident, mais mhm. ou une maladie, on naît avec. Et c'est considéré donc comme d'origine au niveau du handicap comme inné ou acquis, ces troubles-là? On les entre dans les. Peu, en- Peu importe si c'est à la naissance, ce qui naît, si c'est apparu au cours de la vie, c'est acquis, hein, comme D'accord. j'ai pas de Ils font pas de différence à non. l'MDPH ou autre pour savoir s'il y a inné ou acquis. D'accord. Et Aucune différence. Ça peut rentrer dans leur stats. oui, Peut-être qu'ils le d'accord. renseignent quelque part. Dans le dossier MDPH, il n'y a aucune case qui le demande, ça, si c'est à la naissance ou pas. Et c'est discriminant. Si on vous demande en entretien, est-ce que vous l'avez acquis à la naissance, c'est Hum, hum. discrimination. Non, non, vous ne devez pas répondre à ça. D'accord. On ne doit pas vous poser de questions. Et ça ne change rien. Vraiment, tout ce qui est évalué, c'est les conséquences. C'est pour ça que quand vous allez voir votre médecin du D'accord. travail qui va vous Et en fait, déterminer un taux d'IPP ou une catégorie d'invalidité, c'est en fonction des conséquences qu'a votre maladie. C'est pas en fonction de la maladie que vous avez, mais des conséquences qu'elle a. oui, ça rejoint la question de tout à l'heure, en fait, et ce que vous disiez aussi sur la sclérose en plaques, sur la CEP, ouais. Euh, En fait, une personne qui aurait un handicap non visible, est-ce qu'il existe des handicaps non visibles Énormément. qui sont présents à l'enfance et à l'adolescence et que l'on garde, j'allais dire avec un jeu de mots, mais qui deviennent visibles uniquement quand on travaille, c'est-à-dire dont on perçoit le handicap uniquement quand on se met à travailler et qui nous handicapent pas durant l'enfance et l'adolescence. Est-ce que ça peut exister, ça? Donc des choses dont on serait finalement porteur, ou je sais pas comment on dit, ou Vous savez, si vous avez un qui seraient léger là. trouble de l'attention et de la concentration, ça va pas forcément vous empêcher de prendre toutes vos notes en cours, mais pourtant vous n'allez pas écouter. Et chez Hmm, vous, une fois que vous serez bien chez vous en silence, là, vous pourrez vous concentrer et bien bosser vos cours. Vous allez y arriver jusqu'à la fin de vos études, mais arriver en entreprise où là, vous serez en open space, il y aura du bruit partout, il va falloir produire, 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 et là, blackout.
Ouais. Et là, va y avoir un problème. Et puis là, MDPH, puis non, je suis pas handicapé, je veux pas qu'on m'aide, gna, gna, gna. Et puis bah si, si, Hmm. si. Et puis, faut faire attention à ça. Ça peut être des situations d'échec, des situations où au final on touche la hache et puis on se laisse un peu porter. Et puis au final, on travaille plus depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, on touche la hache, on fait notre vie comme ça. Bon, on en a marre et on n'arrive plus à se remettre debout. Et pour ça, il y a des systèmes en place au Cap Emploi qui peut délivrer des prestations, les PSIM, les PSOP, de remobilisation. Voilà, réapprendre à se lever le matin, à travailler en groupe, à chercher son orientation. Et le Cap Emploi, pour ça, a tout ce qu'il faut. A tout ce qu'il faut en fonction de à quelle étape vous êtes par rapport à votre handicap. Pas hésiter d'aller vers D'accord. eux. Parce qu'en fait, il existe effectivement des maladies ou enfin, pour le coup, des handicaps peut-être qui nous empêchent, liés à une suite à un accident de circulation ou je sais pas, ou à une maladie qui nous empêche d'effectuer un travail, mais pas un autre travail. Et dans ce cas, on peut avoir une allocation pour ce handicap, alors qu'on Alors, pourrait peut-être travailler dans un autre domaine. dans ce cas-là, quand vous touchez une allocation, c'est que vous avez quand même un peu de mal à vous lever le matin. D'accord, L'histoire du boulanger qui est allergique à la farine, peut-être qu'on peut lui accorder une RQTH pour qu'il arrive à se réorienter, à se reclasser. Mais cette RQTH, elle sera accordée pour 2 ans, le temps qu'il soit reclassé. Une fois d'accord. qu'il sera en entreprise, qu'il ne travaillera plus avec la farine, il ne sera plus handicapé. Et à Oui, ce moment-là, oui, accorder une RQTH à vie parce qu'on est allergique à la farine, aujourd'hui, c'est un peu beaucoup quand même. hmm, d'accord. Voilà. Ok. Mais il y en a qui travaillent et qui cumulent et qui, beaucoup ont le droit à la hache. Hmm, Mais son manager, on a tous en tête un vieux manager au bord de la retraite qui arrive plus à se lever, qui pourtant travaille très bien quand il est en face de son PC, qui est très professionnel, mais qui pourtant ne peut plus se lever ou se déplace en fauteuil parce qu'il est voilà, un peu grabataire, et qui pourtant travaille très bien. Du coup, alors, là, RQTH, il aura tout, mais il va pas toucher l'allocation. En fait, vu qu'il aura un salaire assez hmm. conséquent. Et une fois la retraite, bah, s'il touche une retraite conséquente aussi, il ne touchera pas une retraite qui pourra être accordée, qui sera au niveau de la hache. S'il touche plus. D'accord, Mais évidemment, c'est suivi à la retraite. J'en ai pas parlé, mais si on touche la hache toute sa vie, qu'on a du mal à travailler, la retraite se cale dessus ensuite. d'accord. Moi, j'ai une question un peu chronologique hein, sur ces éléments-là. En fait, vous parliez de l'obligation de l'employeur à avoir des travailleurs handicapés. Ça date de 2005 ou c'est Non, ça date de 1987, l'émergence des cotorep. Depuis ouais, 87, les entreprises sont obligées de recruter 6% de salariés en situation de handicap. Sinon, elles peuvent être assujetties à des taxes. Normalement, depuis 87, il y a des inspecteurs qui seraient censés aller voir les entreprises et donner des coups de bâton, mais ça c'était jamais fait. Aucune entreprise n'avait aucune sanction, c'était juste des mots sur le papier, aucune mise en place. Et donc la loi de 2005, Chirac s'est fait réélire sur cette loi. hmm, Là, a mis en place les MDPH, la DOTH, la contribution, l'obligation, le contrôle, l'AGFIP, qui a contrôlé tout ça, le FIPHFP et tout ça. Alors, il y a plus d'autres questions hein, dans le fil de questions. J'ai une question qui est un peu en marge de notre sujet. Comment se situe la France par rapport aux autres pays européens sur la question du handicap? Est-ce qu'on est plus ou moins dans la norme? Est-ce qu'on est un peu en retard? Peut-être précurseur? Est-ce que vous avez connaissance un peu du paysage européen? On est en retard sur plein de choses, notamment sur le bien-être au travail, tous ces TMS, ces troubles musculo-squelettiques. Voilà, on n'est pas les moins bons, on n'est pas les meilleurs. Ouais, Mais comme tout pays, après, ça dépend. Si on regarde l'emploi du handicap au global, les stats, mais ça veut rien dire. Moi, je trouve que le handicap en France est plutôt bien structuré. mhm, J'ai travaillé 1 an au Cap Emploi de Paris et aujourd'hui, on a tout. Tout est en place, tout est construit en France. Le seul problème, c'est un manque de budget et de moyens. d'accord. Euh, Donc la voilà. structure est là, reste les moyens pour les faire fonctionner et les budgets pour pouvoir
L'ossature est là. Il y a un Ouais. cap emploi, il y a une MDPH dans chaque département Mhm. qui œuvre pour l'aspect administratif du handicap, hein, pour déclarer son handicap, mais il y a aussi un cap emploi, hein, dans chaque département. Moi, je fais partie du cap emploi de Paris, donc du 75, mais il y en a dans chaque département, ou alors qui regroupe deux, trois départements, mais qui aura comme mission d'agir sur ces deux, trois départements. Normalement, il y en a un dans chaque département quand même. Ça arrive. Bon, quand on va vers la Creuve, Massif Central, bon, c'est différent, Mhm. mais l'emploi là-bas des personnes en situation de handicap est une grosse problématique aussi. Nous, l'emploi en région parisienne des personnes en situation de handicap se fait très bien. Aujourd'hui, toutes les grosses entreprises ont leur siège en Île-de-France, donc ont un chargé de mission handicap en Île-de-France qui œuvre pour ça, et donc fait des partenariats avec Tremplin, la Fédé ou Job in Life pour recruter des TH. Et à partir du moment où on est employable, euh, on, la RQTH est vraiment un atout, en fait. Parce qu'on peut passer par le circuit préférentiel des missions handicap qui vont aller voir, qui vont porter notre CV auprès des recruteurs et qui vont leur dire celui-là, recrute-le ou sinon tu me le justifies. Mais Alors, normalement, quand vous passez un entretien, ça c'est dans les textes, c'est écrit noir sur blanc. À niveau égal, c'est vous qui devez être recruté. C'est-à-dire que ah si oui, sur 10 CV, les 10 CV, il y a le même niveau d'employabilité, si vous êtes en situation de handicap, normalement c'est vous qui doit prendre. Et si c'est pas vous qui êtes pris, vous pouvez monter aller voir le défenseur des droits et demander à l'entreprise de se justifier. mais les Grosse candidats ne procédure, savent ça dure pas. longtemps, ça marche pas très bien. Bon, voilà, c'est compliqué à prouver, mais l'obligation d'emploi se situe aussi là. Ouais, mais Fabien, justement, le candidat avec un handicap, il ne sait pas quels sont les autres candidats qui ont été retenus et qui arrivent C'est pour euh, ça que à la fin. Donc c'est un droit, mais finalement, c'est pas applicable, ou difficilement. c'est appliqué peu souvent, mais si, par exemple, votre entretien vous dit, bon, nous, pour ce poste, on a candidaté deux personnes, Hmm. que la deuxième personne, c'était celle qui est passée avant vous parce que vous avez un peu discuté dans la salle d'attente. Qu'à la suite de ces discussions, vous disiez, mais elle ne correspond pas du tout au poste. Bien sûr que je vais l'avoir. Et que vous ne l'avez pas, là, vous pouvez direct monter Hmm. là-haut, hein, au défenseur D'accord. des droits, qui a encore été renforcé ces derniers mois. Bon, et ça peut marcher, ça peut faire du bien à vous, à l'entreprise, aux candidats, à tout le monde. C'est aussi un acte citoyen Hmm. quand on fait des réclamations comme ça, avoir ça en tête. Alors, comment est-ce qu'on explique, parce que tout à l'heure vous disiez 2 700 000 travailleurs handicapés en France, 900 000 ont un emploi, les autres, ils sont où alors? Avec, Alors, je ressortirai les stats, mais très très peu d'étudiants en situation de handicap vont au-delà du bac plus 2. Surtout au-delà du bac plus 3, vont au master. La plupart on ramait toute leur vie, ils se disent c'est bon, j'ai un bac plus 2, j'arrête de souffrir, je vais sur le marché de l'emploi. Mais en fait, le marché de l'emploi, il n'est pas ouvert. ouais. Parce que, évidemment, si il y a RQTH marqué sur leur CV, il y aura discrimination, ça va être compliqué. Je le dis en tant que chargé de mission handicap, en tant que recruteur et en tant que candidat TH. Je Donc, faut referai un pas le mettre séminaire, sur le CV? je referai un séminaire sur le recrutement. Mais si on met RQTH sur le CV, faut mettre le type d'aménagement. RQTH de point siège ergonomique. RQTH de point zoom. Euh, si on ne met rien, ça laisse le recruteur supposer tout ce qu'il veut. Et si on met rien, enfin, si on a un handicap auditif, prothèse auditive, ça coûte rien à personne, donc autant le mettre. Si on le met pas, ça sous-entend qu'on veut pas vraiment le mettre, on veut pas vraiment en parler, donc que c'est un handicap mental, psychique, donc bienveillant, stress, gna gna gna, va falloir le coucouner. Ça passe pas du tout. Et pourtant, la majorité des handicaps invisibles ne demandent pas d'aménagement, mais Hmm. demandent voilà, une certaine bienveillance, pas avoir un management autoritaire, certaine gestion du stress, bon, certaine anxiété qui peut monter vite, mais ça, on ne peut pas en parler en entretien, ça ne passe pas du tout. Et je le dis, c'est mon avis, en tant que recruteur, candidat, tout ce que vous voulez. Si vous arrivez à un entretien, vous dites OK, mais moi j'ai besoin d'un papa dans l'entreprise. Bah non, bah, écoute, va en EA alors, va en entreprise adaptée, bienveillance. Et la question se pose.
pour les candidats TH. Moi, j'en ai vu, j'en ai recruté, j'ai poussé le CV, ils sont arrivés à l'entretien, ils se sont mis à pleurer devant le DRH. Enfin, parce que trop de stress, trop de. Bon. Et il ne faut pas avoir peur de passer par les EA sans problème, de candidater, de là parler de CRQTH, mais c'est un sujet très, très compliqué. Et, moi, avec un ami présent aujourd'hui d'ailleurs, Lucas Akli, on fait des séminaires pour la Fédé. Et, cette question-là, on peut l'aborder 1 heure, en fait. Juste la question de la RQTH sur le CV. Comment on parlait? Comment on parlait dans sa lettre de motivation? Comment on tournait tout ça? Comment en faire une valeur ajoutée? Et c'est une valeur ajoutée, en fait. Parce que euh, euh, les entreprises savent très bien que si elles recrutent un TH, il va rester fidèle à l'entreprise. Il va moins être Ah tenté oui. d'aller voir à droite à gauche si ça se passe bien d'entreprise, si ça a bien été compensé. Donc, si vous êtes un handicap écoutez, visuel, que vous avez besoin de logiciel Zoom Text, eh ben, aucun problème. On va vous le payer. Ça va pas coûter grand-chose à l'entreprise. Ça va être parfaitement compensé et on sait que vous allez être très productif. Enfin, bon, très non, mais il va y avoir ce souci de fidélité. En plus, recruter un handicapé, ça va rentrer dans la OTH. Et en plus, moi, j'œuvre pour ça. Mais recruter un TH au sein d'une équipe, ça ramène une meilleure ambiance, ça adoucit le climat social. Il y a plus d'acceptation au global via les différences des uns et des autres. Et moi, je l'avais vu notamment chez SFR, ça m'avait frappé. Mais tout de suite, hein, on place un handicapé dans une équipe de commerciaux, ça calme le jeu. Et ça fait du bien et ça fait mûrir un peu tout le monde. Parce que ça fait accepter les différences et c'est une certaine sagesse, accepter qu'on est tous différents, qu'on ne peut pas tous être au top. Tout à fait, ouais, ouais, ouais. D'accord. Est-ce qu'il reste des questions à poser à Fabien? Oui, il y a une question qui arrive. Euh, alors, Il y a Valérie bien demande, des. un adulte au potentiel attire souvent un rejet des collègues. Les conséquences à terme sont psychiques. La MDPH peut-elle reconnaître le handicap? Alors, si je peux, en introduction, c'est compliqué. Je connais bien la question du haut potentiel. J'ai écrit un bouquin sur l'analyse des tests de QI. Le haut potentiel n'est pas un handicap, en fait. Alors, ça peut amener des problèmes de handicap, mais c'est pas comme un trouble de l'attention ou un syndrome d'Asperger. Donc, même si le haut potentiel intellectuel, ça touche 2 à 5% de la population, ce qui est donc une anomalie neurologique, hein. Quelque chose, un fonctionnement cognitif qui touche que 5% de la population, c'est pas la norme. C'est le même pourcentage à peu près que la déficience. Donc, c'est une anomalie génétique qui est positive en général. Elle peut amener des difficultés d'interaction, de relation avec les collègues, effectivement, mais le haut potentiel, avoir un QI supérieur à 130, ça n'est pas un handicap. Un trouble de l'attention peut être un handicap, un syndrome d'Asperger peut être un handicap. Il faut vérifier s'il y a eu une bonne évaluation des comorbidités possibles, hein, parce que le haut potentiel, ça vaccine de rien du tout. On peut être haut potentiel et Asperger léger, haut potentiel ou TDAH, haut potentiel et troubles 10, etc. Donc, J'avais le médecin du travail chez Otis sur notre site de production qui avait écrit un livre avec un autre médecin du travail sur la surdouance. Les personnes surdouées qui ont un cerveau qui tourne tout le temps, H24, et qui doit être contrôlé. Moi, j'avais une DRH comme ça chez Otis, qui avait un cerveau qui tournait tout le temps et qui fatiguait tout le monde. J'ai connu personne qui avait plaisir à traiter avec elle, et pourtant elle était très professionnelle et elle montait voilà, très, très haut. Ça peut être des personnes qui peuvent être un peu isolées, ou ça peut être tout l'inverse. Là, des réactions un peu bizarres, on peut dire ouais, elle est un peu bipolaire. Mais ça peut être des personnes voilà, qui peuvent être concentrées sur 2, 3 choses à la fois, qui à un moment vont s'énerver sur quelque chose. En entretien, ça peut être des personnes qui vont parler beaucoup, qui vont parler vite, qui vont avoir beaucoup de mal à être compris. Ça, un manager qui parle vite, il n'y a rien de pire. Et donc, ça peut devenir un handicap, mais pour le déclarer à la MDPH, oui et non. Mais pour surdouance à MDPH, c'est
c'est compliqué. Pour l'instant, c'est pas un handicap. Vous n'avez pas Ben non. de. De toute façon, il n'y a pas d'études médicales sérieuses et conséquentes sur le sujet. Il y a des Vous êtes études sur juste. le syndrome d'Asperger, sur le TDAH, sur les troubles 10, pas Après, sur le HPI. c'est ça. Mais si la surdouance va sur de l'hyperactivité, qui va sur un trouble de l'attention, qui À ce peut moment-là, il amener peut y avoir. une reconnaissance, mais bon, c'est compliqué quand même. Ouais, ouais, Puis ouais. généralement, les personnes surdouées arrivent à se placer en entreprise et arrivent à avoir des bons salaires. Donc, la question de la RQTH, de la nécessité, se pose, se pose aussi. Moi, bien sûr, j'invite tout le monde à faire une RQTH, comme ça, au moins vous l'avez. Au moins, elle est là. Et si un jour vous en avez besoin, elle est là et ça ne mettra pas un an à faire. Oui, c'est une carte qu'on sortira si on a besoin. Ouais. En tout Le cas, Joker. moi, mon expérience pour avoir vu passer des centaines de personnes à haut potentiel qui avaient été testées avec un test de QI et un diagnostic différentiel, donc explorer le trouble de l'attention, le syndrome d'Asperger, etc. Ceux que j'ai pu voir qui étaient en difficulté professionnelle, souvent, c'est qu'il y a des troubles associés qui n'ont pas été diagnostiqués et que c'est un diagnostic borgne et que les praticiens sont restés à simplement un test de QI sans aller regarder le reste. Et c'est les situations que j'ai été amené à voir. Ouais. Compliqué à Sabrina, évaluer. Hein. ouais. Évaluer un trouble de l'attention, si la veille, votre femme vous a quitté, vous n'allez pas être très attentif le lendemain. Donc, Mais l'évaluation du trouble de l'attention est plus plus, complexe que juste plus ça. complexe et plus longue. Ouais. Et il y a différents médecins, mais il y a une subjectivité qui reste. Après, ce qu'il faut, c'est pas avoir peur d'aller chez différents spécialistes et d'y aller, refaire des certificats médicaux et dans une sorte de quête. Hein. J'ai souvent cette impression-là qui ressort. J'ai dû aller Mm. à droite, à gauche, trouver le spécialiste. Pourtant, je l'avais vu trois avant, qui ne trouvait rien. Et lui, bon. Et pas hésiter à partir sur votre cheval. Sabrina, Sabrina demande s'il est obligatoire pour le coup de mettre la RQTH dans le CV. Est-ce Bien que sûr que c'est une non. obligation? Bien sûr que non. On ne peut pas vous le reprocher. On ne peut pas vous le reprocher, facteur de discrimination. Moi, je recommande si vous sentez à l'aise avec ça, de ne pas la mettre. Si vous avez un handicap invisible qui se voit pas, que vous avez un aménagement repose-pied, siège ergo, ou même le zoom text, mais si en entretien ça se voit pas. Aujourd'hui, en France, RQTH vaut discrimination, handicap, c'est une gêne, c'est pas une qualité. C'est compliqué. Par contre, si vous passez pas un chargé de mission handicap, là, mettez-le et mettez votre titre d'aménagement. Et en même temps, moi, je me posais Sinon, la bon, question, après, ça dépend de chacun comment ça. Il faut se sentir à l'aise sur ça. Si vous vous sentez plus à l'aise en le mettant sur votre CV, mettez-le. Sinon, et en même temps, si on ne le met pas dans le CV, qu'on est recruté et que l'employeur après apprend qu'on a une RQTH ou on le fait valoir, la question de la confiance, quand même, elle se pose, non? Bah écoutez, si quand vous pensez, si quand vous poussez la porte de l'entreprise, vous parlez avec émotion à tous vos collègues, que vous êtes dans les sentiments du matin au soir, voilà. Hein. Après, on n'est pas du tout obligé de déclarer son handicap. Il y en a beaucoup qui ne le déclarent jamais. Et quand il y a un PSE, un plan de licenciement qui est Mmh. déclaré dans l'entreprise, là, elle lève la main, elle dit oh, je suis handicapé. À ce moment-là, ça va être les dernières personnes à être licenciées. Les indemnités de licenciement, bon, à voir, parce qu'au final, ils ont un peu rogné là-dessus, mais pourront être majorées. Pourra y avoir plus d'aide, plus de soutien, plus d'accompagnement. Mais vous pouvez lever la main au dernier moment et on ne pourra pas vous le reprocher. Mmh. Pareil, quand vous êtes recruté, si vous ne mettez pas recrutage sur votre CV, que vous êtes recruté, que vous commencez votre période d'essai, autant, autant attendre la fin de la période d'essai pour en parler. Si, bon, voilà. Des fois, moi, je dis à certains, autant avoir mal au dos pendant 2 mois et avoir un CDI pendant 20 ans. Mmh. À voir. Mais encore une fois, c'est bien d'en parler autour, c'est bien d'en parler à des professionnels, c'est bien d'avoir un avis critique sur ces réponses, hein, parce que c'est très, très subjectif par rapport à ses collègues, à son chef, à l'entreprise. Mmh. Mmh. Ok, très bien. Bon, on arrive au terme de cette session. Je vous remercie beaucoup, Fabien, pour cette présentation et toutes les réponses que vous avez apportées aux participants. Je regarde, il n'y a pas d'autres
question. Si une dernière, comment l'employeur peut-il bénéficier dans son pourcentage de recrutement de personnes RQTH si on ne fait pas preuve d'un peu de confiance réciproque? Mais la confiance dans le milieu professionnel, elle s'accorde avec nos résultats. Oui, Si vous arrivez en entretien et que vous avez un bon CV, la confiance, elle sera là. Si vous êtes handicapé, que depuis un an, vous ne travaillez pas parce que vous avez dû régler vos questions de handicap, que vous avez un bas niveau de formation, bah, vous avez tout à prouver, comme tout le monde. Comme tout le monde. oui, comme tout le monde en fait. Oui, Et c'est pas parce que vous êtes handicapé que vous allez automatiquement être un meilleur salarié. bien entendu. Que vous allez être Oui. plus fidèle et que vous allez mieux travailler, que vous allez sourire à tout le monde. Mm. Bon. Vous allez être handicapé, handicap équivaut à gêne, équivaut à fatigabilité. Bien avoir conscience de ça. Même si on compense votre handicap dans l'entreprise, bah, le samedi, dimanche, votre handicap il sera là. Le matin, le soir, votre handicap il sera là. Hein. Moi, j'ai un auto-entrepreneur qui était en fauteuil, qui a monté 2 entreprises. Bah, la fatigabilité, elle est là. Et il les a montées, mais avec du soutien. Et bon, voilà, il travaillait pas à 80 heures par semaine. Ben oui, oui, oui. Entendu. Merci beaucoup, Fabien. Au revoir et à une prochaine. Merci à vous. Merci de votre écoute. À une prochaine. Au revoir.